la 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 la. Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 371 et on va essayer de comprendre comment l'acteur peut-il jouer une scène vraie. Parce que dans les scènes imaginaires, comme je vous disais dans le cours 370, il y a des scènes vraies et des scènes fausses, tout en étant dans l'imaginaire. C'est terrible, c'est terrible. Il y a un méli-mélo extraordinaire. Parce que nous, logiquement, quand on est dans l'imaginaire, on pense qu'on est dans un monde faux. Et quand on est dans le réel, on pense qu'on est dans un monde vrai. Et c'est tout à fait injuste, incorrect. Dans l'imaginaire, on peut être dans un imaginaire réel, et dans un monde vrai, on peut être dans un monde faux, réel mais faux. Alors, pour comprendre justement ce qui différencie un monde vrai d'un monde faux, autant dans le réel que dans l'imaginaire, c'est le cours d'aujourd'hui. Comment déterminer une scène réelle, vraie, une bonne scène. Comment jouer une scène vraie par l'acteur. C'est là tout le drame, messieurs, dames. Eh oui, c'est un drame. Bonsoir messieurs, dames, nous sommes dans le cours 371 d'art dramatique et nous allons parler du monde réel ou du monde faux, dans l'imaginaire ou dans le monde réel. Monde réel ou monde faux? Je reviens. Bonsoir messieurs, dames. Alors, ce soir nous parlons du monde réel ou du monde faux. Le monde qui nous entoure, il faut bien dire une chose, peut être réel ou peut être faux. Curieux comme prétexte, comme précepte. Voilà, ça va être le sujet de ce cours 371 d'art dramatique avec Philou Dingo. Alors, messieurs, dames, voilà, nous sommes dans le cours 371 d'art dramatique. Nous allons parler du monde réel et du monde faux. Le monde faux, le monde faux. Pouet, 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 pouet. Le monde réel, pouet, 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 pouet. Alors, le monde réel, le monde faux, comment distinguer quand vous êtes dans un monde réel et dans un monde faux? Théoriquement, l'esprit est incapable de distinguer le fantasme de la réalité. C'est pourquoi vous avez souvent des gens qui se disputent entre eux. J'ai raison, tu as tort, j'ai raison, tu as tort, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. On ne s'en sortira jamais. Alors, pour mettre de l'ordre dans ces conflits, à part la mauvaise foi évidemment, parce que là il y a encore la mauvaise foi des uns et des autres, mais lorsqu'on est honnête, supposons qu'on soit honnête, de toute façon il n'y a pas d'être honnête, malhonnête. Soit on est dans le vrai, soit on est dans le faux. Il n'y a pas à discuter. Qu'est-ce qui fait que nous soyons dans le vrai ou que nous soyons dans le faux? Alors, il faut retourner dans le mécanisme psychologique de la tête. Vous voyez cette tête-là, elle nous joue des tours. Eh oui, elle nous joue des tours. Alors, je vais vous parler de tous les tours qu'il y a dans la tête.
les tours de passe-passe, les tours de magie, les tours... Ouh là là, l'esprit il est abracadabrant, vous voyez. Et si l'on ne sait pas comment l'esprit fonctionne, eh bien, peu cher, on va avoir de gros ennuis, très gros ennuis. Voilà. C'est le but de ce cours d'art dramatique, pour essayer d'éviter les ennuis, en quelque sorte. J'arrive. Et voilà. Alors, comment se fait-il que cet esprit si génial, d'une génialissime, grandissime, le plus grand des génies, c'est moi. Et comment se fait-il qu'il me trompe, cet enfoiré? C'est ça qui fait. Quand il me ment, il se moque de ma tête. Il, il me prend pour un imbécile, mais vous vous rendez compte? Ma tête qui me trahit. Alors, pour comprendre ce phénomène psychologique, c'est un peu comme alors, comment se fait-il que nous ne soyons pas maîtres de notre tête? Alors, comment se fait-il? Je vais vous l'expliquer. Je suis là pour ça. J'arrive. Messieurs, dames, c'est un problème essentiel de la civilisation actuelle. Les personnalités diverses et variées ne peuvent pas mesurer l'ampleur de ce qui se passe dans leur tête. Et le problème, il est qu'il n'y a aucune conscience dans ce qui se déroule dans la tête, et ce qui nous conduit à des aberrations chromatiques de le monde fantasmagorique, dans lequel on peut penser qu'un tyran est un gentilhomme et qu'un assassin est un brave. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, soyons sérieux une seconde. Vous voyez, je vous ai expliqué que les mécanismes intellectuels sont capables de nous tromper. Et il faut comprendre dans quelles circonstances l'esprit se dérobe à notre conscience, en quelque sorte. Alors, bien sûr, ça va toucher les mécanismes inconscients de la personne. Et comment savoir si notre inconscient, ce que notre inconscient est en train de faire, est bien ou mal? Comment le savoir? C'est un problème, hein? C'est le problème de ce soir. Mais vous m'en posez des cols, quand même, hein? Il va falloir que je résolve ce problème, moi. Non. Là vous poussez un peu le bouchon un peu loin. Soyons calmes, réfléchissons un instant. Je vous ai dit que l'esprit peut nous amener dans des dérives. Dérives dans un monde faux, en quelque sorte.
C'est-à-dire qu'il ne traduit pas la réalité réelle du monde. L'esprit nous ment à soi-même. L'esprit qui me ment à moi-même. Alors je vous parlais de l'analyse transactionnelle parce que Eric Berne, le fondateur, a réussi à identifier les moments où l'esprit nous ment et les moments où l'esprit ne nous ment pas. Il a fait des études, évidemment poussées, évidemment qui s'inspirait des sages antiques de la Chine, d'après le Yi King, etc., les livres de transformation de Confucius, etc. Évidemment qu'il s'inspirait de toute la science humaine. Un seul homme ne peut pas inventer tout le cursus. Et d'après toutes ces analyses, d'après toutes ces observations, on se rend compte les circonstances qui permettent à l'esprit de dérailler et les circonstances dans lesquelles il permet d'adhérer à la réalité. Alors lui, Eric Berne, il a très simplifié le schéma de façon à identifier que lorsqu'on est en colère, l'esprit nous ment. Lorsqu'on est pantois, éberlué, comme un peu dans les rêves, l'esprit nous ment. Encore une fois. Lorsqu'on est attaché à la matérialité, c'est-à-dire lorsqu'on touche le réel qui est autour de nous, l'esprit ne nous ment pas. L'esprit divague, en quelque sorte, dans des moments de folie. C'est pas de la folie, c'est un peu une démence. En fait. C'est dans un esprit fantasmagorique où l'esprit nous trompe, vous voyez. On le dit bien, par exemple, quand on est amoureux, on n'est plus apte à juger. On perd le sens du jugement. Quand on est affaibli mentalement aussi, quand on est sous l'emprise d'un gourou, les gourous savent manipuler l'esprit des gens qui côtoient. Et si vous ne savez pas que vous êtes sous l'emprise d'un gourou, à ce moment-là, parce que vous ne connaissez pas les mécanismes de votre esprit, vous allez adhérer à la secte. Les yeux fermés, vous allez adhérer. Votre esprit va vous tromper sur une réalité du monde. L'exemple de la secte est tout à fait compréhensible, puisqu'on voit bien les gens dans les sectes, ce qu'ils sont capables de faire, de se suicider, les suicides collectifs qu'il y a eu dans les sectes, sans aucune raison valable. C'était dans un monde délirant que le maître gourou avait l'emprise sur ses adeptes. Parce qu'il connaît les mécanismes de l'esprit. Le temple du soleil, tout ça, c'est rempli de gens comme ça, des psychologues très éveillés là-dessus qui manipulent leurs pauvres victimes. Donc, je vous expliquais que l'esprit est capable de nous mentir à nous-mêmes. Et quand il nous ment, nous allons dans un monde faux, évidemment. Si l'esprit me trompe sur la réalité du monde, évidemment que je m'aventure dans un monde totalement abstrait, totalement faux. Si l'esprit concret, l'esprit me renseigne correctement de ce qui se passe autour de moi,
je vais pouvoir réagir sainement par rapport aux événements qui m'entourent. Voilà. Alors ça, j'ai posé le problème. Maintenant, je vais essayer d'expliquer un peu plus, si je peux, messieurs, dames, je fais ce que je peux, quand même, ne m'en veuillez pas, je fais ce que je veux, ce que je peux. Voilà, je reviens. Alors, messieurs, dames, j'en reviens à l'acteur, puisque c'est la comédie qui nous intéresse. Quand on joue une scène de théâtre, l'acteur a la possibilité de dérailler dans un monde fantasmagorique. Et c'est là qu'on va juger la valeur de l'acteur. C'est dans ce monde fantasmagorique. Parce que si l'acteur est vraiment bon, il peut jouer la comédie dans ce monde fantasmagorique tout en obéissant au scénario dramatique, tout en obéissant à la scène qui l'entoure. Et là, on va aboutir à des moments d'anthologie dans la comédie. On aime les acteurs qui font de la fantaisie sur scène, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois. Le comédien est là pour animer, pour faire rire le public, pour distraire, pour amuser. Donc, il faut qu'il parte dans une espèce de délire abracadabra, dans lequel le monde tout à coup est transformé, vous voyez, où tout n'a plus la même valeur, où tout change tout à coup, avec les yeux du comédien qui délire, qui part. Et cette faculté à pouvoir délirer n'est possible que si l'on maîtrise justement ce délire. C'est-à-dire que au moment où le comédien délire, il est conscient qu'il est en train de délirer et qu'il a prévu ce délire avant de le jouer sur scène. Il l'a prévu, il l'a encadré, il l'a cerné, il sait qu'il va aller jusqu'à ce tel délire, il sait que son esprit va partir dans un fantasme et que ce fantasme va servir les intérêts du film, les intérêts de ses partenaires, les intérêts du scénario, les intérêts de la mise en scène. Tandis qu'un comédien qui se permettrait de fantasmer, de délirer, de partir dans un fantasme, perd le sens des réalités, ne peut plus, ne sait pas où son fantasme va le conduire, et ce fantasme-là détruit la mise en scène, détruit le scénario, détruit ses partenaires. Ce fantasme devient nocif parce qu'il n'est pas adapté à la scène. Et le très bon comédien va adapter justement ce fantasme avant de le jouer. C'est avant de le jouer qu'il va le programmer en quelque sorte dans une espèce de cadre bien cerné qu'il connaît, qu'il a l'habitude. Et ce cadre qui mesure par rapport au scénario, par rapport à la scène qu'il veut jouer. Et donc, vous comprenez bien que le comédien qui se permet de fantasmer est un maître dans l'art de réguler ses états d'âme, dans l'art de manier son inconscient, dans l'art de contrôler la scène avant qu'elle ne soit jouée. Avant qu'elle ne soit jouée, je dis bien. Parce qu'une fois que la scène est lancée, c'est terminé. Il n'y a plus aucun contrôle. Là, en ce moment, ce que vous voyez devant vous, Philou Dingo n'a aucun contrôle. Laisse partir les chevaux, vous voyez. Il sait que les chevaux vont l'amener à tel endroit. Il sait que les chevaux vont servir la scène, ils vont servir ce cours d'art dramatique. C'est pour ça qu'il se permet de laisser les chevaux partir comme ça.
Je reviens parce que là j'ai dit pas mal. Je pense que c'était très instructif. Si j'ai une autre idée, je reviens. Je ne vous ai pas dit encore au revoir. Allez, j'arrive. Alors là maintenant, on va être encore un peu plus sérieux malheureusement. Et je sais, vous aimeriez me voir délirer, me voir. Je délire un petit peu, mais il faut quand même revenir aux choses concrètes de ce cours d'art dramatique qui est le thème. Qu'est-ce qu'un monde vrai, qu'un monde faux? Alors, maintenant que vous comprenez que l'esprit est capable de se mentir à soi-même, il est capable de partir dans une espèce de démence, moi j'appelle ça la démence du comédien. Sur scène, le comédien devient fou, momentanément pour la vie. S'il ne sait pas réguler ses états d'âme, son mental, il devient fou pour la vie. Ça arrive souvent. D'ailleurs, la plupart des comédiens deviennent fous lorsqu'ils vieillissent parce que ils n'arrivent plus à revenir au monde concret de la vie réelle. Ils sont emportés dans une espèce de furie furieuse, par leur pulsion, parce que tous ces fantasmes, toute cette folie va entraîner les pulsions irrépressibles du comédien, les pulsions irrépressibles. Je pense que je vais faire un sujet sur ce phénomène dramatique qui attrape les hommes comme ça et qui les rend de fous momentanément, qui sont capables de pires drames dans ce moment-là, qui sont gérés par leurs pulsions irrépressibles. Et ces pulsions irrépressibles, il faut comprendre les mécanismes internes qui permettent de réguler, qui permettent de diriger ces pulsions irrépressibles de façon à ce qu'elles ne soient pas nocives pour l'ensemble de la communauté. Il faut apprendre à gérer son mental. C'est primordial. C'est ce que le comédien, c'est le maître, l'artiste de son mental en quelque sorte. Il doit devenir, avant de jouer, avant de se proposer à jouer une scène, le comédien doit être un maître de l'esprit en quelque sorte. Non, vraiment. C'est pourquoi je suis contre les enfants qui essayent de chanter, qui essayent de se présenter devant le public. Je suis contre ça, parce que malheur, ils ne savent pas gérer leur mental. Malheur, il va leur arriver des choses terribles dans leur existence que le public ignore. Le public, lui, il est naïf, il voit un enfant, oh le petit enfant, oh comme il joue bien la comédie, oh comme il chante bien. Mais c'est pas ça du tout la comédie. Ce n'est pas une exposition, une exposition publique. La comédie, c'est très très sérieux. Parce qu'elle va nous dévoiler notre propre caractère, elle va dévoiler comment notre esprit fonctionne, elle va dévoiler, par exemple, les maîtres de l'esprit, comment font-ils pour gérer leur mental, comment font-ils pour partir dans une folie et revenir ensuite de cette folie. Comment font-ils pour gérer cette folie dans ce cadre qui nous concerne, dans cette comédie? Comment font-ils pour gérer leurs pulsions irrépressibles? Comment font-ils pour gérer leur inconscient? Ce sont des questions fondamentales de l'être humain. Pour arriver justement à différencier le monde réel du monde faux. Il n'y a rien de plus dramatique que quelqu'un qui se perd dans un monde abstrait et qui rêve du soir au matin à des choses
qui n'existe pas réellement. Il va baser son existence sur des rêves, sur des choses qui n'existent pas. Il va croire en des chimères. Et on a dans les contes allemands, par exemple, les poètes qui rêvent d'une muse et qui se perdent dans leurs rêves. C'est toute la poésie, c'est tout ce qui entraîne cette poésie du rêve chimérique et qui entraîne la perte de celui justement qui est entraîné par ce rêve, qui paraît merveilleux bien sûr, mais qui n'arrive plus à faire la différence entre ce rêve chimérique et la réalité concrète de la vie. Le comédien doit rêver, doit être ce poète et doit pouvoir ensuite comprendre que ce rêve, cette poésie, fait partie d'un rêve chimérique et n'est pas la réalité concrète. Ce que la plupart des gens ne peuvent pas réaliser, ne peuvent pas comprendre. Parce qu'ils n'ont pas étudié les mécanismes de l'esprit, justement. Voilà, je vous remercie pour ce cours. C'était assez, je dirais, assez difficile, parce que là on touche vraiment à la science de la comédie. Je vous remercie beaucoup, à bientôt, au revoir.